Alors du coup, dans ce premier exercice, on m'a demandé tout d'abord de rappeler la définition d'un acide et d'une base. Donc un acide, il cède un proton, tandis qu'une base, elle accepte un proton. On demande de donner les bases conjuguées du coup de H3ASO4, donc l'acide arsenic. Donc, elle peut perdre un proton. Ça va donc donner H2ASO4 moins, puisque ça perd un H+. Ça peut perdre son deuxième proton. Donc, ça forme HASO4, 2 moins, et ça peut perdre son dernier proton. Oui. Ah, bah là, vous demandez, vous les demandez toutes. Pour le phénol, on peut enlever le proton et former le phénolate. Pour l'hydrogénocarbonate, on peut enlever le proton et former l'ion carbonate. Et pour le dihydrogénophosphate, on peut enlever le premier proton et pour enlever le deux derniers protons pour former l'ion phosphate. Est-ce que ça va pour tout le monde? C'est bon? Troisième question, vous demandez la même chose, sauf que cette fois-ci, on vous donnait les bases, il fallait donner les acides. Alors, on commence par le premier qui est du coup le dihydrogénophosphate. Si je rajoute un proton, ça me donne l'acide phosphorique. Pour l'ion sulfure, je rajoute un proton, je forme l'hydrogénosulfure. Je rajoute le deuxième proton, je forme le sulfure d'hydrogène. Ensuite, on a la méthylamine. Alors ici, qui va venir capter le proton? Effectivement, c'est l'amine, et donc ça va former CH2NH3+, puisqu'on a gagné un H+. Enfin, l'hydrogénosulfite, je rajoute un proton pour former l'acide sulfureux H2SO3. Ça va pour tout le monde? Donc n'oubliez pas, on enlève un proton, il y a un moins qui apparaît, on rajoute un proton, il y a un plus qui apparaît. Oui? J'ai oublié, c'est un 3. Alors du coup ici, pour les constantes d'acidité des couples acido-basiques, je vous rappelle la formule, hein, c'est 10 puissance pK de la base moins pK de l'acide. Il faut vraiment la connaître par cœur cette formule. Hein. Donc pour chaque couple, il faut identifier qui est la base, qui est l'acide. Donc ici, du coup, la base, c'est celle qui capte le proton, l'acide, c'est celui qui le donne. Donc pour la première constante, du coup, ça va me faire 10 puissance, donc pK de la base, donc pK de NO2- en tant que base, donc 3,4,
moins un pK de l'acide, de CH3COH en tant qu'acide, donc 4,8. Ce qui fait donc du 10 puissance moins 1,4. Donc c'est inférieur à 1. Du coup, elle n'est pas quantitative. Pour la deuxième réaction, toujours pareil, 10 puissance pK de la base. La base, c'est celle qui capte le proton, donc ici c'est I au moins. Donc, I au moins en tant que base, son pK c'est 10,6. pK ici c'est 4,8. Alors 9,8, 5,8. Donc là c'est beaucoup plus grand que 1. Donc c'est quantitatif. Reste la troisième. Alors la base, c'est l'acétate. C'est elle qui va capter le proton. C'est l'acétate. Donc c'est, je ne l'ai pas noté, 4,8. L'acide, c'est NH4+. Hein. Donc je regarde son pK, 9,2. Et donc ça fait du 4,4. Moins 4,4. Donc c'est inférieur à 1. Donc ce n'est pas quantitatif. Comment est-ce qu'on aurait pu le voir? Eh bien, on peut le prédire grâce à la règle du gamma. On va prendre le premier. Donc la réaction entre CH3COOH avec NO2-. On voit que lorsqu'on va de la gauche vers la droite, on ne trace pas un gamma, mais on trace un gamma à l'envers. Donc la réaction est bien limitée. Pour la deuxième, entre CH3COH et I au moins, je trace de gauche vers la droite. Là, je trace un gamma. Donc, c'est bien une réaction qui est quantitative. Dernière réaction entre CH3CO- et NH4+. Quand je vais de gauche vers la droite, il est à l'envers. Donc, ce n'est pas quantitatif. Ok, donc on va de la gauche vers la droite. Si c'est à l'endroit, ça fait un gamma. Si c'est à l'envers, c'est limité. Ça, c'est la règle du gamma. Mais pour ça, il faut bien mettre les bases à gauche. C'est pour ça que c'est hyper important de mettre les bases à gauche. Sinon, ça ne marche pas la règle du gamma. Base à gauche, acide à droite. Donc ici, il va falloir appliquer du coup la méthode de la RP. Il faut trouver la réaction prépondérante. Donc pour ça, on trace notre axe. Toujours. Le pKa. Et on garde les espèces qui sont en solution. On est dans l'eau, donc forcément, il y a les coupes de l'eau. Donc il y a toujours H2OH plus un pKa de 0 et il y a toujours H au moins H2O, un pKa de 14. Ça y est toujours. Et on a également, du coup, on vous dit ici, NH3 et NH4+. Après, on vient entourer les espèces qui sont présentes dans le milieu. Qu'est-ce que j'ai dans le milieu? J'ai de l'eau. J'ai NH3 avec NH4+. Après, du coup, méthode de la RP, c'est la base la plus forte qui va venir réagir avec l'acide le plus fort. Je répète, la base, elle augmente comme ça. Plus c'est haut, plus la base est forte. L'acide, plus c'est bas, plus c'est l'acide qui est fort. Ok? Donc, quelle est l'espèce la plus en haut ici? Bah, c'est NH3. Quelle espèce la plus en bas à droite? C'est NH4+. Donc la réaction, la RP, ça va être NH3 qui va réagir avec NH4+, pour former
NH3 avec NH4+, avec NH3. Donc cette réaction, du coup, elle fait rien. Donc les concentrations finales, ce sont les concentrations initiales. OK? Donc au final, la concentration du coup en NH4+, finale, eh bien c'est la concentration initiale. Cette réaction, elle ne fait rien. On l'appelle C ou C0? C tout court. Voilà. La concentration en NH3, elle vaut également C. Une fois que j'ai les concentrations finales, je peux appliquer du coup la relation de Anderson-Hasselbalch. pH égale pK plus log de concentration en base sur concentration en acide, puisque là j'ai la base et l'acide conjugué. Donc relation de Anderson-Hasselbalch. pH. Alors pK, il vaut combien ici? On ne le donne pas. pK plus log de concentration en base C, concentration en acide C. Ça simplifie. Log de 1, ça fait 0. Et donc ça fait pK. Et donc c'est bien indépendant de la concentration. Deuxième question, on va juste faire le début. Toujours pareil, on réfléchit quelles sont les espèces qui sont présentes dans le milieu. Donc j'ai tout ça et je rajoute des ions hydronium. Donc vont venir réagir la base la plus forte avec l'acide le plus fort. OK? La base la plus forte, NH3, avec la base la plus forte, NH3, avec l'acide le plus fort, H+. Et donc là, la réaction qui va se dérouler, c'est plus ça, mais ça va être du coup la réaction ici. Quand je vais de la gauche vers la droite, je trace bien un gamma. NH3 plus H+, donne plus, H+ ou H3+, hein, comme on veut, donne NH4+, plus H2O. Et là, par contre, les concentrations vont varier. La question, c'est la réaction, est-ce qu'elle est limitée, du coup, relation de Guthberg-Varagé, soit elle est totale. Dans ce cas-là, on regarde quel est le réactif limitant. Ici, gamma à l'endroit, donc elle est quantitative. Donc on va regarder qui est le réactif limitant. La constante d'équilibre, elle vaut 10 puissance pK de la base, donc de NH3 qui vaut 9,2 moins 0, ça fait 10 puissance 9,2. Donc c'est vraiment quantitatif. C'est largement plus grand que 1. Donc il ne vous reste plus qu'à tracer le tableau d'avancement, trouver le réactif limitant et donc trouver l'état final. Et suivant l'état final, on applique l'une des trois relations, suivant ce qu'on a. Est-ce qu'il nous reste des H3+? Donc là, c'est la première relation. Est-ce qu'on n'en a plus? Dans ce cas-là, ça sera celle-ci. Ça dépend. Quel est le réactif limitant? C'est H3+, ou est-ce que c'est la base? Si j'ai plus de base, je ne peux plus appliquer celle-ci. Si j'ai plus de H3+, je ne peux plus appliquer celle-ci. Et là, ça dépend des cas. Donc à vous de faire. Le pH
D'après la somme d'Anderson-Hasselbalch, c'est pK plus logarithme de base décimale de la concentration en base sur la concentration en acide. Donc ici, comme les deux valent C, au final, on a le pH d'une solution tampon qui est égal au pK. Ça, on l'a fait la dernière fois. Maintenant, donc, dans cette solution tampon, on vient rajouter une quantité du coup d'acide chlorhydrique. Donc l'acide chlorhydrique, c'est un acide fort. Donc, comme c'est indiqué dans l'énoncé, vu que c'est un acide fort, si j'entoure une quantité de matière N d'acide chlorhydrique, je me retrouve avec une quantité de matière N d'ion oxonium. D'accord? C'est ce qui est marqué dans l'énoncé. Puisque c'est un acide fort, la réaction est totale avec l'eau. C'est la définition d'un acide fort. Donc on dit qu'on part du coup d'une quantité de matière N d'ion oxonium qu'on rajoute du coup dans la solution d'ammoniac. Et donc si je regarde la réaction qui va se passer, donc si je regarde la réaction prépondérante, donc toujours pareil, je trace mon axe de pKa, je mets mes couples de l'eau, donc j'ai d'abord le couple en bas HH3 plus qui est à 0, le couple HO-H2O qui est à 14, et j'ai mon couple ammoniac-ammonium. Donc on vous donne le pK, je suppose, qui vaut 9,2. Ensuite, du coup, j'entoure les espèces qui sont présentes en solution. Et je regarde, du coup, la base la plus forte, donc ce qui est en plus haut à gauche, qui va réagir avec l'acide le plus fort, donc ce qui est en plus bas à droite. Donc du coup, ici, ça va être la réaction entre l'ammoniac et l'oxonium pour former de l'eau et NH4+. D'accord? C'est toujours le plus haut à gauche avec le plus bas à droite. Donc ici, ça va donc me donner l'ammoniac qui va réagir donc, à queue, qui va réagir avec l'oxonium à queue pour donner l'ammonium plus de l'eau liquide. Donc si on veut du coup la constante de cette réaction, je vous rappelle, c'est 10 puissance pK de la base moins pK de l'acide. La base, ici c'est NH3, l'acide c'est H3O+, donc ça fait donc 10 puissance 9,2 moins 0, c'est-à-dire 10 puissance 9,2. Ça pour tout le monde, pK de la base, donc ce qui est à gauche, moins pK de l'acide, ce qui est à droite. C'est toujours comme ça. Conclusion, 10 puissance 9,2, eh bien la réaction elle est quantitative, puisque la constante d'équilibre est très grande. Ici, je n'ai pas un égal, j'ai une flèche, la réaction elle est quantitative. Donc, je vais pouvoir faire mon tableau d'avancement. Attention, du coup, il faut bien faire en avancement et non pas en concentration. Donc, en quantité de matière. Alors, ma réaction, du coup, c'est NH3 plus H3 plus AQ qui donne NH4 plus AQ plus H2O.
Alors initialement, en quantité de matière, on a C fois V pour NH3. Donc au final, ici, j'ai C fois V moins l'avancement. Ici, j'en ai N. Donc ici, j'ai N moins l'avancement. Ici, j'ai formé une fois l'avancement. Et là, je suis en excès. Maintenant, reste du coup à déterminer quel est le réactif limitant. Et on vous dit dans l'énoncé qu'on a introduit N qui est inférieur à CV. Donc le réactif limitant, du coup, c'est lui. D'accord? Parce qu'on a introduit moins. Donc ça fait 0. Donc l'avancement, il vaut N. Donc ici, il me reste CV moins N. Et donc ici, du coup, j'en ai formé... j'en avais C, excusez-moi, initialement. Et donc là, j'ai CV. Donc là, j'en ai CV plus l'avancement qui vaut N. D'accord? Maintenant, il faut regarder quelle formule je vais utiliser. Est-ce que j'ai la concentration en ion oxonium? Est-ce que j'ai la concentration en ion hydroxyde? Ou est-ce que j'ai la concentration d'un acide et d'une base conjuguée? Voilà, ici j'ai l'acide et la base conjuguée, donc j'ai utilisé la relation de Anderson-Hasselbalch. Voilà. Donc ici j'ai le pH qui vaut pKa plus log de concentration en NH3 sur concentration en NH4+. Là par contre on repart en concentration et non plus en quantité de matière. Ce qui ne change rien puisqu'en fait les volumes vont simplifier. D'accord, le rapport des concentrations c'est le rapport des quantités de matière. Ça me fait donc pKa plus logarithme de base décimale. Alors, NH3 est de quel côté? C'est lui. NH4+, de ce côté-là. Normalement, si je ne me suis pas trompé, vu que j'ai rajouté de l'acide dans l'eau, mon pH doit augmenter. Doit diminuer par rapport à initialement. Forcément, si je fais CV moins N, ça va forcément diminuer par rapport à tout à l'heure. Ça pour tout le monde pour l'expression. Reste à faire l'application numérique. Alors, on va la faire. Donc pK, on veut juste la différence de la variation de pH. Okay. Alors, on veut juste le logarithme. Donc, logarithme de... Alors, C, c'est 110-3. Fois le volume qui vaut 510-3. Moins la quantité de matière qui vaut 10-4. Le tout divisé par, alors, 110-3 fois 510-3 plus 1 10-4. Vous avez trouvé du coup une variation de pH de combien? Oui. Initialement, on parle d'une solution équimolaire en ça et ça. Initialement, on a C pour chacun des deux ions. Ok.
forcément, comme on a C chacun des deux ions, ben, on en a initialement. Et ça me fait une variation de pH de 0,0017. Je fais la même chose, mais pour la deuxième, qui est du coup à 10, 10-3. Et là, je trouve un delta pH, enfin de moins, parce que j'ai diminué le pH. De moins 0. J'ai mis un 0 ici, excuse-moi, donc 0,017. Et là, moins 0,0, 17 également. Conclusion, c'est bien des solutions tampons, hein. Le pH n'a quasiment pas varié quand j'ai rajouté de l'acide. Donc ça, c'est la question F. Oui. Le delta du pH? Oui, j'ai calculé le logarithme. Le pH initialement c'est le pK. Donc le delta pH c'est juste le logarithme. Donc juste fait l'application numérique du logarithme. Ok. Maintenant, si je compare les deux tampons, lequel est plus efficace? C'est le premier. D'accord? Puisque la variation de pH est plus petite pour le premier que pour le second. Et donc, plus un tampon sera concentré, plus il sera efficace. Bon, par contre, bien entendu, plus il est concentré, plus il est cher. Donc il y a toujours un compromis à faire entre le coût en fonction de l'utilité dont on veut faire du tampon. Alors, dans cet exercice 4, on considère l'acide phosphorique. On demande d'abord d'identifier les différents couples. Donc, on a d'abord l'acide phosphorique dihydrogénophosphate. On a le dihydrogénophosphate hydrogénophosphate. Et on a l'hydrogénophosphate phosphate. Donc on a trois couples à considérer. On vous demande juste de démontrer l'expression de la borne pour un seul des couples. Donc c'est pour H3PO4, donc le premier,
Alors, d'après la relation de Anderson-Hasselbalch, on a pH égale pKa plus log de la concentration en base sur concentration en acide. D'accord? Donc, au seuil de 10%, on va regarder quand est-ce qu'on a 10 fois plus de base, quand est-ce qu'on a 10 fois plus d'acide. Donc, lorsque H3PO4 est plus grand que 10 fois la concentration en H2PO4-. Ça veut donc dire que le rapport est inférieur à 1 dixième. Donc si je prends le log, ça va me faire moins 1. D'accord? Puisque log de 1 dixième, c'est moins 1. Donc je vais me retrouver du coup avec pH qui est plus petit que pK moins 1. C'est ce qu'on avait démontré dans le cours. Je fais pareil pour l'autre borne, c'est-à-dire quand j'ai 10 fois plus de base cette fois-ci. Donc là, le rapport est supérieur à 10. Et donc mon pKa, mon pH, excusez-moi, est plus grand que pK plus 1. Puisque log de 10, ça fait 1. Donc si je trace du coup mon diagramme complet, le pK il valait combien? 2,1. Donc ici ça me fait donc 1,1 et là ça me fait du 3,1 pour l'expression des bornes. Ça pour tout le monde pour la démonstration? Et donc si on veut le diagramme complet, bon on va pas faire la démonstration à chaque fois pour chacune des bornes, c'est pK-1, pK+1 à chaque fois. Donc on va tracer du coup le diagramme complet. C'est la question numéro 3. Alors, donc on a 1,1 et en dessous, du coup, c'est H3PO4 qui prédomine. Au-dessus de 3,1, c'est H2PO4 qui prédomine. Moins. Ensuite, l'autre pKa, c'est 7,2. Donc ma frontière ici, elle va être à 6,2. Et au-delà de 8,2, ça va être HPO4 qui va prédominer. Il va prédominer jusqu'à le dernier pKa qui vaut 12,4 moins 1, donc 11,4. Et au-delà de 13,4, ça va être le phosphate qui va prédominer. Ça pour tout le monde? À chaque fois, j'ai fait pK-1, pK+1. À gauche l'acide, à droite la base.
Et donc, on vous dit, en question numéro 4, qu'on a un pH de 4,5. Oui. Il n'y en a aucun des deux qui prédomine. Il y a un mélange des deux. Non, c'est là, il y a un mélange des deux. Là, lui prédomine, il n'y a que lui. Là, il y a un mélange des deux. Là, il n'y a plus que lui. OK. Donc, si je me place à un pH de 4,5, la question 4. Donc, je suis ici. Et donc, qui prédomine? Eh bien, c'est H2PO4-. Toutes les autres espèces, elles sont négligeables. Donc, si je mets de l'acide phosphorique dans un tampon acétate, eh bien, tout se transforme en H2PO4-. Tout simplement. C'est à ça que servent les diagrammes de prédominance. On peut deviner sous quelle espèce. Donc, qu'importe que j'ai rajouté de l'acide phosphorique, des phosphates, qu'importe, si je suis à un pH de 4,5, je n'ai plus que le dihydrogénophosphate, H2PO4-. Alors, dans cet exercice 5, tout d'abord, on demandait d'identifier chacune des courbes dans le diagramme de distribution qui vous est donné. Voilà, diagramme de distribution. Donc, le plus à gauche, j'ai l'acide. Donc, on le note comment ici l'acide? On le note H3. Donc, la courbe qui est ici, c'est H3A. Donc, j'ai formé du coup la première acidité, la deuxième acidité, puis finalement la tribase. OK. On vous demande ensuite d'en déduire les pK successifs. Donc les pK successifs, on les relie aux intersections des courbes. Il faut prendre des bonnes intersections. Donc on prend l'intersection entre H3 et H2A-, entre H2A- et HA-, et entre HA- et A3-. Ces intersections qui sont ici, elles ne nous intéressent pas. OK, on ne prend que les intersections entre deux couples successifs, pas les autres. Alors, ça donne des pK de combien? 3,1 pour le premier, c'est ça? Pour le deuxième, ça donne 4,8. Et le troisième, ça donne 6,4. Voilà pour les pK. Ça va? Donc maintenant que vous avez les pK, ben on va pouvoir faire la suite. Donc on dit qu'on prépare V0 dans un volume V0 250 ml. On dissout 1,05 g d'acide citrique. On a la solution S et on vous dit qu'on a un pH qui est inférieur à 3,1. Calculez C0. Donc C0, du coup, c'est la quantité de matière sur le volume, mais la quantité de matière, c'est la masse sur la masse molaire. Alors la masse molaire, on ne vous la donne pas, il faut la calculer. OK. Donc on va faire l'application numérique. Donc on a du coup ici 1,05, ça c'est la masse.
qu'on divise par la masse molaire. Donc on vous donne la formule, l'acide citrique, c'est 6H8. Donc 6 fois 12, plus 8 fois 1, plus 7 fois 16. Voilà. Et le volume initial était de 250 ml. Ça fait du 2,19, 10-2, c'est ça? Mol par litre. Alors là, le problème, c'est qu'on a mis l'acide citrique dans l'eau. Mais l'acide citrique dans l'eau, ça peut donner H2A-, ça peut donner HA2-, ça peut donner A3-. Donc là, on est obligé de connaître le pH final pour savoir combien d'acidité j'ai dissocié pour mon acide citrique. Là, ça dépend. On ne peut pas deviner. Là, on vous dit qu'on a un pH qui est inférieur à 3,1. Donc, on est dans cette zone-là. Dans cette zone-là, on n'a que l'acide citrique et sa monobase. Donc, du coup, tout se passe comme si l'acide citrique n'avait qu'une seule acidité. Les autres acidités sont négligeables. Mais ça, on ne choisit pas. Ça se trouve, si on avait mis plus d'acide citrique, eh bien, on aurait été dans cette zone-là. D'accord? Là, on ne peut pas deviner. Il faut regarder les indications de l'énoncé pour savoir dans quelle zone du diagramme j'ai pour en déduire la réaction. Ça vous ferait ça plein de fois en TP. Donc, c'est la 3, 2. Donc, sont négligeables. Du coup, HA2- et A3-. Écrire l'équation de réaction chimique du fait que ce sont acides. Donc là, on sait que ça se comporte comme une monobase. Donc, je peux écrire que c'est l'acide citrique plus un équivalent d'eau qui donne la monobase plus H3O+. Là, la constante d'équilibre, c'est le K. Mais ici, le K, il vaut 10 puissance, du coup, moins 3,1. Donc, la réaction, elle est limitée. Donc là, on va être obligé d'appliquer la relation de Guthberger-Varage. On n'a pas le choix. Et là, du coup, c'est notre premier exercice d'acide. On va appliquer la relation de Guthberger-Varage. Donc, on y va. Donc d'abord, on trace un tableau d'avancement pour la réaction qui est marquée juste en dessous. Alors, avancement ou avancement volumique? Avancement tout court. Ok, donc on a C0, V0. Et donc, on a formé l'avancement et l'avancement. Donc, j'applique du coup maintenant la relation à l'équilibre.
d'après la relation de Goldberg et Vargey, j'ai donc que la constante d'équilibre est égale, donc l'activité de H2A- fois l'activité de l'ion H3O+, sur l'activité de H3A fois l'activité de l'eau. L'activité de l'eau, c'est 1. N'oubliez pas, n'allez pas de mettre l'avancement, ou je sais pas quoi. Donc l'activité, c'est égal à la concentration. Donc ici, la concentration de H2A-, donc c'est ça divisé par le volume, ça fait X, l'avancement volumique. H3+, c'est ça divisé par le volume, ça fait donc l'avancement volumique. Ici, l'activité de H3A, c'est ça divisé par le volume, ça fait donc C0 moins l'avancement volumique. Et il me reste une constante standard qui vaut 1, mais bon, ça au moins ça fait des unités qui sont homogènes. Et bien, il ne reste plus qu'à déterminer x. Ça va me faire une équation du second degré. C'est trop compliqué, donc on va simplifier. On fait l'hypothèse. De l'avancement négligeable, donc le fait que l'avancement soit négligeable devant C0. D'accord, c'est une hypothèse qu'on fait souvent pour du coup simplifier. Donc ça, du coup, je peux dire que c'est environ égal du coup à x carré divisé par C0 fois C standard. Et donc, l'avancement volumique, c'est la racine carrée de K C0 C standard. Puis après, il faut faire l'application numérique. Alors, pour le K, on a dit que c'était 10 puissance moins 3,1, c'est ça? Pour la concentration initiale, on a dit 2,19, 10-2. Et c'est standard, c'est 1. Et ça me fait du 4,17, 10-3. Maintenant, vient la fameuse question de calculer le pourcentage, les concentrations, les pourcentages et le pH. Pour le pourcentage, c'est facile, hein. On calcule les concentrations de chacun et on divise par C0 et on a le pourcentage. Alors ici, du coup, C0, c'était combien? C'était, j'ai oublié encore. On avait trouvé 2,19 10-2, auquel j'enlève du coup 4,17 10-3. Ça fait qu'il me reste du 1,77 10-2. Donc la concentration du coup de H3 à l'équilibre. J'ai dit 1,77 10-2 mol par litre. Ce qui fait un pourcentage de, donc ça, divisé par ce qu'on avait initialement. Donc initialement, on avait du 2,19. 10-2. Et ça me fait du 81%.
H2A-, du coup on en a 19%. C'est directement l'avancement. L'avancement, il va aller 4, 17, 10 moins 3. Donc ça me fait une proportion de 19%. Maintenant, au niveau du pH. Donc là, il faut voir quelles espèces je connais la concentration. Je connais la concentration acide-base. Je connais aussi la concentration de H3O+, puisque c'est X. Donc prenez la formule que vous voulez. Le plus simple, c'est quand même de prendre H3O+, parce que directement pH, c'est moins log de la concentration. Donc ici, du coup, pH, c'est moins log de la concentration en H3O+, sur 1. Là, c'est standard, hein, c'est pas C0. C'est pas la même chose. C'est standard, c'est 1, quel que soit l'exercice. C'est pas la même chose que C0 qu'on a calculé. Vous voyez, là, c'est un petit cercle. Là, c'est un ovale. C'est pas la même chose. Alors, moins log de 4,17, 10 moins 3. Ça fait du 2,4 pour le pH. Bon, ça sert à rien d'aller chercher 3 chiffres pour le pH, hein, vu les approximations qu'on fait. On n'aura pas 3 chiffres, on n'aura pas 2 chiffres à la virgule pour le pH. Hein. Donc on a déjà fait une hypothèse, donc à la fin, voilà. On a le pH qui vaut à peu près 2,4. La question, c'est de savoir, est-ce que c'est cohérent avec le diagramme de distribution? Donc je viens regarder 2,4. Et est-ce que pour 2,4, j'ai bien 19 et 80%? Oui, ça marche, hein, vous voyez. qu'à 2,4, j'ai bien ça. Ok, donc c'est bien cohérent avec le diagramme. Donc ça, ces trois valeurs-là, elles sont cohérentes avec le diagramme. Est-ce que tout le monde a compris l'exercice? Vous aurez forcément un calcul de pH à faire, que ce soit en TP d'ailleurs, ou le jour de l'examen. Voilà. Donc vous déroulez, vous regardez la réaction, est-ce qu'elle est totale, comme dans l'exercice avec les tampons, ou est-ce qu'elle est limitée? Si elle est limitée, on fait Guttberg-Lejeune, on fait une simplification, on résout l'équation, on calcule le pH. Voilà. Ça va? Maintenant, dernière question, un peu plus compliquée. On vous demande de vérifier que l'hypothèse où on ne prenait en compte qu'une seule acidité est bien vraie. Donc là, du coup, il faut calculer leur concentration. Comment est-ce qu'on peut calculer leur concentration? On n'a pas le choix. On est obligé d'appliquer la relation de Guttberg-Lejeune aux autres réactifs. En effet, si je prends le deuxième couple, qui est du coup celui-ci, le pK, on a trouvé combien? J'ai oublié. Il valait combien le pK? 4,8. Ok. Dans ce cas-là, je peux écrire la relation de Guttberg-Lejeune puisqu'on a l'équilibre. Ça me donne donc que K2, c'est donc la concentration en base
fois la concentration en H3O+, sur la concentration en H2A- fois la concentration standard. Mais ça, on connaît, on vient de calculer. Ça, on connaît, on vient de calculer. Donc ça, on peut l'avoir. Bon, c'est standard qui va donner l'unité fois Ka sur donc, H2A- sur H3O+. Et donc là, il faut juste faire l'application numérique. Alors pK, K, ça fait 10 puissance moins 4,8. Ça me fait du 1,6 10 moins 5. Est-ce que c'était négligeable? Largement. Donc là, l'hypothèse, elle est vérifiée. On fait pareil, si je veux A3-, il faut que j'applique la relation de Guilbert-Vaage au dernier couple. Il valait combien le pK? J'ai oublié. 6,4, ok. Donc, la constante d'équilibre, c'est la concentration en base fois la concentration en H3O+, sur la concentration en acide fois la concentration standard. Donc encore une fois, ça va me donner que la concentration que je cherche, c'est la concentration standard fois le Ka fois le rapport des concentrations entre Ha2- et H3O+. Alors ça me donne du 10 puissance moins 6,4 multiplié par HA2-, c'est du 1,6 10 moins 5. Et H3O+, alors le pH, il valait combien déjà? 2,4, c'est ça? Ça me fait là du 1,6 10 moins 9. Autant dire rien. Et donc encore une fois, c'était négligeable. Voilà. Alors du coup, pour cet exercice 6, on titre un acide par un acide fort. Donc quel est le volume de soude versé à l'équivalence? Donc on vient chercher du coup le point d'inflexion. Donc il est du coup à 20,3. Du coup, la concentration, donc là c'est un monoacide, donc on a du coup Ca Va sur 1 qui est égal à CbVb sur 1. Donc ici, le volume de la base, vu qu'il est dans la burette, c'est le volume équivalent. Donc j'obtiens donc une concentration
qui vaut du coup 0,1 fois 20,3 divisé par 20. Et donc ça fait du ça fait 0,1. Mol par litre. Alors, le pKa de l'acide AH. Donc, où lit ton pKa? Quel que soit l'endroit de la courbe, on a toujours pH égale pKa plus log, après la relation de Anderson-Hasselbalch, de la concentration en base sur la concentration en acide. D'accord, ça c'est la relation d'Anderson-Hasselbalch. Donc il faut trouver l'endroit de la courbe pour lequel la concentration en base est égale à la concentration en acide. Donc si je trace mon tableau d'avancement, donc c'est du coup ici AH qui se fait titrer par H au moins pour donner A moins plus H2O. À l'état initial, donc je suis en excès pour l'eau. N'oubliez pas de marquer un grand E majuscule pour l'excès. Pour AH, initialement, du coup, j'ai Ca, Va. Et donc, quand j'ai versé un volume, j'ai Ca, Va, moins l'avancement. Ici, j'ai Cb fois le volume versé. D'accord? Donc ici, j'ai Cb fois le volume versé, moins l'avancement. Et ici, j'ai formé une fois l'avancement. OK? Donc je cherche quand est-ce que ça, c'est égal à ça. Et ça, c'est vrai quand? Ben, c'est vrai quand l'avancement, c'est ça divisé par 2. Okay, on peut résoudre l'équation, si vous n'êtes pas convaincu. Je cherche le moment où AH est égal à A-. Ce qui veut donc dire que CAVA moins l'avancement est égal à l'avancement. C'est-à-dire que 2 fois l'avancement, c'est CAVA. Et donc l'avancement, c'est CAVA sur 2. OK? Donc vous êtes tous d'accord. Donc ça correspond à quel moment sur la courbe? C'est la question. Quand est-ce que l'avancement vaut CAVA sur 2? Si mon avancement vaut CAVA sur 2, c'est-à-dire que ce n'est pas lui le limitant, mais que c'est lui. D'accord? Donc, comme la soude est limitante, on a donc que CB fois V, qu'on cherche, est égal à l'avancement. OK? Donc l'avancement, c'est égal à ça, mais c'est aussi égal à ça. Donc V, du coup, c'est tout simplement CAVA sur 2 fois CB. Et ça, d'après cette relation-là, c'est VEC sur 2. Et donc le volume pour lequel on a égalité des concentrations, c'est la demi-équivalence. Et donc c'est la demi-équivalence qu'on va lire le pKa. Ça ne marche que parce que la réaction est totale. Si la réaction est équilibrée, ça ne marche pas.
sa réaction équilibrée, là je ne peux pas dire que celui-ci est limitant, donc que l'avancement vaut ça. D'accord, ici ça marche parce qu'on dose par une base forte. Donc la réaction elle n'est pas équilibrée. Du tout. La réaction elle est totale. Et donc ici, du coup, le pK, il vaut combien? Donc je prends ma demi-équivalence et je viens lire le pH. Et le pH, du coup, il vaut 4,20. Du coup, erreur courante que vous faites souvent, vous lisez juste l'abscisse. Non, on prend l'abscisse, on prend VEC, on divise par 2, on remonte et on va lire sur l'axe des pH. D'accord, les pK, on le lit sur les axes de pH. Alors, est-ce que HA est un acide fort ou un acide faible? pK de 4,20, faible. Tout ce qui est compris entre 0 et 14, c'est faible. Donc c'est un acide faible. Et où est-ce qu'on le voit sur la courbe? Alors c'est quoi la différence entre un acide fort et un acide faible? Un acide faible est partiellement dissocié dans l'eau. Un acide fort est totalement dissocié dans l'eau. Ok? Quand je dis ça, je parle du coup à V égale 0, avant l'équivalence. Enfin, avant qu'on met une seule goutte de base. J'ai mon acide dans l'eau, il est partiellement dissocié. Et donc, ça a une influence sur l'allure de la courbe. Qui est juste ici. Si c'est un acide fort, donc totalement dissocié, ma courbe a cette allure-là. Je suis totalement dissocié, et donc je viens linéairement consommer mon acide qui est totalement dissocié. Dans le cas d'un acide faible, ma courbe a plutôt cette allure-là. Voilà. Avec ici une zone qui est arrondie. Pourquoi? C'est parce que initialement, eh bien, j'ai un peu d'acide qui est dissocié et j'ai une partie qui n'est pas dissociée. Donc là, c'est la transition de je viens consommer la partie qui était dissociée. Ok? Puisque c'est un acide faible. Donc elle est toute petite parce qu'un acide faible est partiellement dissocié, donc il n'y a pas beaucoup de pourcentage. Donc ça correspond juste à la première partie. Et après, une fois que j'ai consommé, j'ai juste la réaction avec l'acide plus la base. Donc ça, c'est typique des acides faibles. Bon, bien entendu, si on dose une base faible par un acide fort, ça fait la même chose, hein, mais dans l'autre sens. D'accord? Si c'est une base qui est titrée, ça aurait fait un truc comme ça. Ça remonte pas. Voilà. Ça, c'est le titrage d'une base faible par un acide fort. Parce qu'on n'est pas obligé de titrer par des bases. Hein. On peut aussi titrer par des acides. Ça dépend ce qu'on titre. Voilà. Alors, la première question, c'était de dire, en regardant les courbes du coup de proportion, donc ici, on a la courbe du coup du diacide, on a le monoacide et on a la dibase. À ce moment-là, du coup, il faut en déduire l'équation support du titrage. Donc, savoir est-ce qu'on a deux sauts simultanés, deux sauts successifs. Voilà. Parce qu'on a un diacide. Donc, soit les deux sont simultanés, soit c'est successif. Si on regarde ici, on voit bien que le saut correspond au fait où j'ai consommé entièrement les deux acidités. Puisqu'au saut, j'ai 100% de dibase. Donc, la réaction bilan
support, en tout cas du titrage. C'est donc le diacide qui vient réagir avec deux équivalents de soude pour former la dibase plus 2H2O. Ça pour tout le monde? D'accord? Puisque ici, quand j'ai à l'équivalence, je n'ai plus que 100% de dibase. Donc la réaction support, c'est je passe de mon diacide à la dibase. Ça va? En déduire la concentration d'acide tartrique. Donc là, j'applique la relation à équivalence. Donc la concentration en acide tartrique, on l'appelle peut-être un autre nom. Si on l'appelle C. Donc on va l'appeler C. Fois le volume qu'on a versé d'acide tartrique, on lui donne un nom. V. Sur 1 est égal. La concentration en soude, est-ce qu'on lui donne un nom dans les noms? C'est oui, on l'appelle CB. Le volume de soude versé à l'équivalent, c'est VEC. Et je fais que le nombre équivalent ici il vaut 2, donc je divise par 2. On cherche ici la concentration, donc il faut juste faire l'application numérique. Vous avez trouvé combien? 0,08. Parce que le volume équivalent, vous avez trouvé combien? Du coup, ça fait 10, 12, 14, 16, 17. Donc en gros, ça fait du 17 divisé par 2. Ça fait bizarre 0,08. Combien? Le volume équivalent, c'est bien 17. Ok, CB, c'était 0,1. Donc ça fait 0,1 fois 17 divisé par 2 fois 10. Ça fait 0,085, non? C'est mieux. Voilà. Voilà. En utilisant les courbes fournies, déterminer le pKa des deux couples de l'acide tartrique. Donc là, il faut regarder quand est-ce que concentration en base égale concentration en acide pour chacun des couples. Donc je viens relever ici. Là, j'ai concentration du diacide et concentration du monacide qui sont égales. Donc je viens lire le volume. Ici, ce volume qui est ici, hop, je le reporte ici. Et je viens lire du coup le pK ici. Donc, si je fais ça, ça me fait du 3. Donc le premier pK, il vaut 3,0. Je fais pareil pour le deuxième. Donc quand HT- égale T2-, c'est juste ici. Je lis le volume, je le reporte sur la courbe du haut. Et ça me fait du 4,3. À peu près 4,3. Ok. Tout le monde a compris le principe? pH égale pKa quand concentration en base égale concentration en acide. Donc je regarde le point où la concentration en base égale la concentration en acide. Je repère le volume. Le volume, je le reporte sur la courbe de pH. Et donc j'en déduis le pH. D'accord? Ça va? Vous n'avez pas compris quoi? Comment repérer le pK? Donc le pK, d'après la relation d'Anderson-Hasselbalch, le pK du couple H2T, HT-, il vérifie la relation suivante. D'accord? C'est la relation d'Anderson-Hasselbalch.
Donc quand les deux concentrations sont égales, pH égale pK. Donc là, je repère quand les deux concentrations sont égales, c'est quand les deux courbes se croisent. Donc je repère le volume qui correspond. Ce volume, je le reporte sur la courbe du haut. Et je lis le pH qui correspond à ce volume. Et donc j'ai pK. Ça va mieux pour tout le monde? C'est bon? Donc le pK ici, le pK du premier couple, donc on a dit que c'était 3. Et le pK du second couple, donc du couple HT-T2-, c'est donc 4,3. Alors du coup, pourquoi est-ce qu'on n'observe qu'un seul saut et pas deux sauts différents? Parce que les deux pK sont très proches. Si on a deux sauts différents, on a un saut pour lequel la demi-vague serait à 3, puis un saut pour lequel la demi-vague serait à 4,3. Donc autant dire qu'on voit strictement rien au niveau de la courbe. Ok? Donc les pK sont très proches, donc on n'observe qu'un seul saut. Si les pK sont éloignés, eh bien on verrait les deux sauts. Parce que du coup, on verrait bien la demi-équivalence à chaque fois. Donc les deux pK, du coup, sont trop proches pour distinguer les deux sauts. Alors, question suivante, en déduire la constante d'équilibre de la réaction de titrage. Alors là, c'est plus compliqué, puisqu'on n'a pas simplement un acide plus une base donne un acide plus une base. Donc ce n'est pas directement la formule 10 puissance pK de la base moins pK de l'acide. Ok? Ça, c'est deux réactions successives. Donc la constante d'équilibre, c'est le produit des deux réactions successives. On avait vu dans le cours. Donc la constante d'équilibre ici, comme on a vu dans le cours, c'est donc la première réaction entre la soude et le premier acide. Donc ça me fait du coup pK de la soude 14 moins pK du premier acide 3 fois 10 puissance la soude avec le deuxième acide, donc 4,3. D'accord, c'est bien un fois, puisque du coup on a bien les deux acidités qui sont titrées. Donc ça fait 10 puissance 11 plus 9,7. Ça fait 10 puissance 20,7. Tout le monde se rappelle du principe du cours pour ce calcul? Si on a trois acidités, on fait le produit des trois. Le 14, c'est le pK de la soude, parce que c'est pK de la base moins pK de l'acide. La soude, c'est 14, son pK. Alors, la réaction est-elle quantitative? Largement. Est-ce que c'est en accord avec l'allure des courbes? Oui, on voit qu'on a bien des réactions qui sont quantitatives. Alors, si on regarde maintenant à V égale 0, donc on regarde cette partie-là.
la question qui peut se poser à V égale 0, c'est est-ce que l'eau va consommer les deux acidités ou est-ce que l'eau ne va consommer qu'une seule des deux acidités? Là, si on regarde, on voit qu'on ne forme que HT-. On ne forme pas T2- à V égale 0. Donc l'équation entre l'eau et H de T, c'est H de T plus H2O donne HT- plus H3O+. Donc ça, il faut savoir absolument le faire. Est-ce que ça pose des problèmes à quelqu'un? On regarde à V égale 0, on regarde les espèces que l'on a. À V égale 0, j'ai bien formé que HT-. Je n'ai pas formé encore T2-. Donc la réaction, c'est ça. J'aurais pu avoir formé T2-. Ça dépend des pK. Donc là, c'est pour ça qu'on est obligé d'avoir les courbes, on ne peut pas deviner. On est obligé de regarder les courbes. Alors, j'ai une réaction, le plus dur, c'est de la trouver. Une fois qu'on l'a trouvée, c'est facile. On vient calculer sa constante d'équilibre. La constante d'équilibre, ici, elle vaut combien? 10 puissance pK de la base moins pK de l'acide. Qui est la base, qui est l'acide? La base, c'est l'eau. pK de l'eau, c'est 0. L'acide, son pK, c'était combien? C'était 3. Donc ça fait 10 puissance moins 3. Donc la constante est petite. Donc la réaction, elle est limitée. Qui dit réaction limitée dit il faut faire le tableau d'avancement, poser la relation de Gutenberg et Varege et ensuite du coup la résoudre. On y va. Alors, on a la concentration X. À l'état final, on a ça, moins l'avancement à l'équivalence. L'eau est toujours en excès. Ici, on n'a pas, ici, on n'en a pas. Ici, on a l'avancement à l'équivalence. Ici, on a l'avancement volumique à l'équivalence. D'après la relation de Gutenberg et Varege. On a la constante d'équilibre qui est égale, du coup, à l'activité de HT- fois l'activité de H3O+, sur l'activité du diacide fois l'activité de l'eau. L'activité de l'eau, c'est 1 puisque c'est un liquide. Les autres, c'est leur concentration. Alors, je me retrouve du coup avec X sec, X sec, C moins X sec. Et pour que ce soit homogène, j'ai un 1, la concentration standard, qui intervient. Sinon, ce n'est pas homogène. Bon, j'ai une réaction, j'ai une relation, il faut faire le discriminant. C'est trop chiant. Du coup, ici, on va faire l'hypothèse que Xx est négligeable devant C. Ce sera plus simple. Ça, on peut le faire parce qu'on le voit directement sur les courbes. On voit qu'on n'en a pas formé beaucoup. D'accord ? Si on lit les courbes, on voit qu'on est en dessous des 10%. Donc, on n'en a pas formé beaucoup. Donc, on sait qu'on peut faire cette hypothèse. Donc, hypothèse X sec inférieur à C. Donc, ça simplifie. Donc, j'obtiens juste que la constante d'équilibre, c'est X sec au carré divisé par C fois C standard. Et donc que l'avancement, c'est racine carrée de la constante d'équilibre fois C standard. Il faut faire l'application numérique. Je vous laisse faire. Ça fait combien ? Racine carrée de 10 moins 3 fois, je ne sais plus c'était combien la concentration, 0,085.
C'est combien? 9,2 10 puissance moins 3 mol par litre. Maintenant, une fois qu'on a trouvé toutes les concentrations à l'équilibre, la question c'est quelle formule je vais utiliser. La relation d'Anderson-Hasselbalch, pH égale moins log de H3+, ou pH en fonction de H au moins. Voilà, j'ai directement H3+, donc je fais directement moins log de ça, et j'ai le pH. Ça fait combien? 2,0. 1,1 à 0 du coup. Donc 2,0. Est-ce que ça correspond à ce qu'on a? Oui. Sur la courbe, si je lis le pH à V égale 0, je suis bien à 2. Ça va pour le côté systématique. L'équation, calcule la constante, on trace le tableau d'avancement. Si la constante est petite, Gutenberg va évaguer. Si la constante est grande, réactif limitant. Là, il faut toujours calculer la constante. Donc, il ne faut pas se tromper de qui est la base, qui est l'acide. Si vous vous trompez là, en fait, vous vous trompez sur tout le reste de l'exercice. Voilà. Donc, identifiez bien qui est la base, donc qui vient capter le proton, qui est l'acide qui vient donner le proton. Je capte, moins je donne. Alors, du coup, dans cet exercice 8, on fait deux titrages différents. On fait un premier titrage où c'est l'acide qu'on cherche à titrer qui est dans la burette et on met la soude dans le bécher. Deuxième titrage où c'est l'inverse, plus classique, où c'est la soude qui est dans la burette et c'est l'acide qu'on cherche à titrer qui est dans le bécher. Et vous voyez qu'il y a deux courbes différentes. Dans la première courbe de titrage qui est juste ici, on a un seul seau et on a du coup le pH qui diminue. Ce qui est logique puisqu'initialement on a une base, on rajoute un acide, donc on a bien le pH qui diminue. Ok? Donc dans la V1, on a le pH qui diminue puisqu'on ajoute un acide. Et on observe un seul seau. Dans le cas du coup du deuxième titrage, on a le pH qui augmente, ce qui est normal puisqu'on rajoute une base. Et là, par contre, on voit deux seaux différents. Tout le monde arrive à voir les deux seaux, c'est bon? Alors, pourquoi est-ce que dans un cas, on a un seul seau et dans le cas, on a deux seaux? Oui. Oui, pourquoi est-ce que c'est les mêmes réactifs? C'est les mêmes réactifs. Pourquoi dans un cas, on n'a qu'une seule réaction et dans le cas, on en a deux? Vous pourrez vous aider d'un diagramme de prédominance. Donc si je trace le diagramme de prédominance, qui est juste là. Alors les frontières ici, elles sont à 1,2 et à 4,3. Donc H2A, HA-, A2-. Oui. Parce que dans le deuxième titrage, c'est l'acide qui est titré, du coup il est en excès un peu, donc du coup il y a les différentes réactions qui vont se faire. En fait, si vous regardez bien votre courbe de titrage, ici, si vous regardez le diagramme de prédominance, la première courbe de titrage ici, tout au long ici, là c'est le pH en fonction du volume, tout le long ici, avant l'équivalence, on est dans le domaine du basique. Ce qui est logique, puisque du coup ici, on a de la soude. Donc tant que toute la soude n'est pas consommée, eh bien on est basique. Et si je regarde mon diagramme de prédominance, le domaine du basique, c'est à partir de 7. Donc c'est de 7 jusqu'à là-bas. Donc en fait, quel que soit
tant que je n'ai pas consommé toute la soude, j'ai qu'une seule espèce. D'accord? Si j'ai qu'une seule espèce, eh bien, j'ai qu'un seul seau. Au contraire, si c'est l'acide qui est initialement dans la burette, initialement, j'ai l'acide. Je rajoute de la soude, progressivement, je vais former H-. Je rajoute de la soude, progressivement, je vais avoir A2-. Et donc là, je vais avoir 2 seaux. Vous voyez la différence? D'un côté, je suis tout le temps basique, donc j'ai qu'une seule espèce, un seul seau, tant que j'ai que cette espèce-là. Par contre, si je commence en acide, là, je vois les 2 seaux. OK? Non, ça va? Je recommence? Pas de souci. Vous êtes d'accord que version 1, je suis basique, puisque j'ai H- dans le milieu, et tant que j'ai du H-, par définition, hein, je suis basique. OK? Basique, ça correspond au domaine au-delà de 7. Dans le domaine au-delà de 7, je n'ai qu'une seule espèce acido-basique. Donc du coup, j'aurai un seul seau. Je ne peux pas en avoir 2 parce que j'ai qu'une seule espèce. Au contraire, dans la V2, ici, je suis acide. Donc je ne suis pas dans cette partie-là qui est à droite, je suis dans la partie-là qui est à gauche. Dans cette partie qui est à gauche, j'ai 2 couples différents. Et donc ces 2 couples différents me donnent 2 seaux différents. OK? Donc ça ne marcherait pas, par exemple, si j'avais une espèce, si le pK était au-delà de 7, ben là, ça ne marcherait pas. J'aurais 2 seaux dans les 2 cas. Et là, j'ai qu'un seul seau, puisque je n'ai qu'une seule espèce, dans le cas où je suis que basique. Alors, si on prend juste la V1, quelle est l'espèce issue de l'acide oxylique qui est ultra majoritaire? Donc là, si on regarde le schéma, c'est A2-, qui est ultra majoritaire à 100%. Hein. Et donc, quelle est l'espèce? Quelle est l'équation? Donc, l'équation de filtrage, c'est forcément ce qu'il y a dans le burette plus ce qu'il y a dans le bécher. Hein. Donc, ça me donne donc H2A plus H- donne l'espèce qui est dans le bécher. Forcément. Donc, donne A2-. Il faut équilibrer. Forcément, comme je suis 2-, il faut que j'apporte 2 fois de la soude. Et donc, je forme 2 fois de l'eau. Ça pour tout le monde, pour ce genre d'exercice? Donc ça, c'est ce qu'on apporte. Ça, c'est ce qui est dans le bécher. Et ça, c'est ce qu'on forme, d'après la courbe de prédominance. Et après, il ne reste plus qu'à compléter et à équilibrer. Après l'équivalence, quelles sont les espèces issues de l'acide oxalique qui sont majoritaires? Donc là, il faut regarder après l'équivalence. Eh bien, progressivement, mon A2- se fait convertir en HA-. Vous voyez? Progressivement. Et donc, que se passe-t-il après l'équivalence? Donc, après l'équivalence, par définition, on n'a plus de soude. Qu'est-ce qu'il nous reste dans le bécher? A2-. Sur cet A2-, je vais rajouter du H2A. Donc, je vais pouvoir avoir la réaction entre A2- et H2A. Et donc, après l'équivalence, donc mon acide, ce qu'il va rencontrer, eh bien, c'est sa 10 bases. Et donc ça va donner 2 fois H-. Donc après l'équivalence, il y a encore une réaction acido-basique qui se passe, mais elle est entre la dibase et le diacide. Et du coup, quelle est la constante d'équilibre de cette réaction? C'est la question, je crois. Oui, quelle est la constante d'équilibre de cette réaction? Et cette réaction est-elle totale? Vous vous rappelez la formule?
10 puissance pK de la base moins pK de l'acide. Je ne sais pas combien de fois je l'ai dit, normalement vous la connaissez par cœur. Il faut juste identifier qui est la base, qui est l'acide. La base c'est A2-. Donc du coup c'est HA-A2-. Moins pK de l'acide. Donc pK de H2A, HA-. Alors pK de HA-, A2-, c'est 4,3. Moins 1,2, c'est ça? Oui. Ça fait du 10 puissance 3,1. Donc la constante elle est grande, donc est-ce qu'on a une réaction qui est totale? En tout cas quantitative? Oui, la réaction elle est bien quantitative. Ça pour tout le monde, donc là il ne faut pas se tromper, hein, c'est base et acide. Seulement vous pouvez tromper dans cette formule-là, c'est vous confondez base et acide. La base c'est celle qui va capter le proton, l'acide c'est celui qui en cède. Ça pour tout le monde pour ce V1. On passe au V2. Donc pour le dosage type 2, on voit très bien du coup qu'on fait les deux successivement. Si on regarde les courbes de distribution. Et donc on a tout d'abord H2A plus HO- qui est converti en HA- plus H2O, puis HA- plus HO- qui est converti en A2- plus H2O. On a bien deux réactions successives. Alors la constante d'équilibre de la première réaction. 10 puissance pK de la base moins pK de l'acide. Ça ne change pas. Qui est la base ici? C'est HO-. Son pK c'est 14. La base c'est H2A. Son pK, tout à l'heure on l'a dit, c'était 1,2. Ça fait du 10 puissance 12,8. Ça c'est pour la première réaction. Pour la deuxième, qui est l'acide, donc c'est qui est la base, c'est HO-, donc 14. Qui est l'acide, c'est HA-, donc 4,3. Ça fait du 10 puissance 9,7. Dernière question. On va essayer de retrouver les pK. Donc pour ça, du coup on va regarder, c'est à 3,3. On a le fait que pH c'est égal à pK plus log de concentration en base sur concentration en acide. Ça, vous savez, c'est la relation d'Anderson-Hasselbalch. Donc ici, il faut voir quel titrage on va regarder pour avoir les pK. Donc si on regarde ici, dans le premier titrage, on peut retrouver le pK de quel couple? Alors c'est quelle courbe qui s'intersecte? C'est A2- avec HA-. Donc là, du coup, ici, je peux retrouver normalement le pK de A2- HA-. Hop. Hop. Comme tout à l'heure, on repère le volume, hein. Enfin comme l'exercice précédent, on repère le volume qui correspond, on le reporte ici, et hop, on va lire pH. Ça fait combien?
Ça fait 4,3. Donc là, ça marche bien. On fait pareil pour le deuxième. Donc là, il faut bien lire quelles courbes s'intersectent bien. Donc si j'intersecte H2A avec HA-, donc ça se fait là. Hop, j'obtiens bien mon 1,2. C'est bon. Et pour le deuxième, je lis pareil. J'obtiens bien mon 4,3. Donc tout va bien. Est-ce que ça correspond à la demi-équivalence? Ouais. Absolument pas. D'accord, c'est pas du tout la demi-équivalence. Hein. Puisque si on repère le volume de croisement pour le deuxième, ça fait un volume de combien? Tac, 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 tac. Un volume de 14. D'accord, le croisement des courbes. On a un croisement des courbes à 3 et un croisement des courbes à 14. D'accord? Alors que le volume de la demi-équivalence, l'équivalence, elle a combien? Elle a 16. Donc la première demi-équivalence, elle a combien du coup? Non, c'est la première équivalence. Si la deuxième est à 16, la première équivalence est à 8. Donc la première demi-équivalence est à 4. D'accord? Voilà. Et la deuxième, elle a combien? Elle a 8 plus 4, ça fait 12. Et donc 12 n'est pas égal à 14, donc ce n'est pas la demi-équivalence. Ok? Là, ça ne marche pas. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Si vous regardez vos courbes, l'acide était déjà dissocié au début. Vu qu'il est déjà dissocié au début, ça ne marche pas. Ça ne marche que si l'acide n'est pas dissocié au début. C'est ce qu'on avait vu dans les exercices précédents. Et donc, du coup, ça conclut cet exercice.